Au cœur ardent du désert syrien, là où les sables dorés se fondent dans l'horizon infini, une femme s'est dressée contre le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Son nom résonnerait à travers les siècles comme un cri de guerre murmuré par les vents d'Orient. Zénobie, la reine guerrière qui osa défier les aigles romains et faillit arracher l'Orient aux griffes de César. Voici l'histoire épique d'une souveraine ayant transformé un simple oasis marchand en un empire rival de Rome, un récit d'ambition impériale, de passion politique et de courage extraordinaire qui rivaliserait avec les légendes les plus grandioses de la mythologie antique. Le IIIe siècle après Jésus-Christ fut une époque de chaos absolu pour le puissant empire romain. Ses frontières saignaient sous les assauts incessants des tribus germaniques au nord, tandis que l'empire perse-sassanide pressait sans relâche à l'est. La crise impériale romaine avait transformé ce qui fut autrefois une machine militaire invincible en une hydre blessée, les empereurs étant assassinés et remplacés à une vitesse vertigineuse, rendant les rois anciens semblables à des figures éternelles. Au milieu de cette tempête politique, sur les routes commerciales reliant la Méditerranée aux richesses de l'Asie, une cité prospéra tel un joyau précieux incrusté dans les sables dorés du désert. Palmyre, la cité des palmiers, où les caravanes chargées de soie chinoise, d'épices indiennes et d'encens arabes s'arrêtaient pour se reposer et commercer. C'est dans ce décor d'opulence orientale et d'instabilité romaine qu'allait naître celle qui deviendrait connue sous le nom de Septimia Bat-Zabai Zainib, un patronyme portant en ses syllabes l'essence multiculturelle du monde antique. Les chroniqueurs de l'époque, fascinés par sa beauté légendaire et son intelligence politique aiguisée, tissèrent autour de sa naissance une tapisserie de mythes rivalisant avec les récits consacrés aux anciennes déesses. Selon les légendes les plus tenaces, son sang royal descendait directement de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, faisant d'elle l'héritière spirituelle de Cléopâtre VII, la dernière reine du Nil qui avait séduit à la fois Jules César et Marc-Antoine. Cette filiation, réelle ou forgée par une propagande politique ultérieure, imprégnait chacun des gestes de Zénobie d'une aura de légitimité divine résonnant à travers les traditions impériales les plus anciennes du monde antique. À l'instar des reines hellénistiques ayant régné après la mort d'Alexandre le Grand, elle comprenait instinctivement que le pouvoir en Orient ne reposait pas seulement sur la force brute des armes, mais sur la capacité à fondre ensemble des cultures diverses sous une vision impériale grandiose. Dès son plus jeune âge, la future reine de Palmyre manifesta une soif de connaissances insatiable, impressionnant même les érudits les plus renommés de son temps. Ses matinées étaient consacrées à l'étude du grec classique, langue de la philosophie et de la haute culture hellénistique, où elle dévorait les œuvres de Platon, d'Aristote et des historiens, relatant les campagnes épiques d'Alexandre le Grand. Les après-midi étaient réservés à l'araméen, la langue vernaculaire de Palmyre et des routes commerciales orientales, tandis que les soirées la trouvaient plongée dans les hiéroglyphes égyptiens et la langue latine des conquérants romains. Cette éducation multilingue extraordinaire n'était pas un simple caprice intellectuel, mais une préparation stratégique pour un monde où le pouvoir dépendait de la capacité à s'exprimer directement avec les Perses, les Arabes, les Romains et les Égyptiens, sans l'intermédiaire d'interprètes pouvant déformer des messages diplomatiques cruciaux. Zénobie comprenait que chaque langue portait en elle une vision du monde unique et que les maîtriser signifiait saisir les motivations profondes de chaque culture avec laquelle Palmyre négociait ou guerroyait. Plus impressionnante encore était son éducation militaire et politique, domaine traditionnellement interdit aux femmes dans l'Antiquité, mais essentiel à tout dirigeant aspirant à plus qu'un rôle de marionnette entre les mains de conseillers masculins. Des témoins contemporains rapportaient avec admiration comment la jeune princesse accompagnait son père lors des inspections des caravanes arrivant chargées de richesses orientales, posant des questions perçantes sur les routes commerciales, les coûts de transport et les fluctuations des prix, révélant une intelligence naturellement encline à la stratégie économique.
Durant les expéditions de chasse dans le désert, activité servant de formation militaire déguisée, Zénobie démontrait non seulement un courage physique exceptionnel, mais aussi un instinct tactique aiguisé, impressionnant des vétérans endurcis par des décennies de campagne contre les Perses et les Arabes. Sa capacité à lire le terrain, anticiper les mouvements de l'ennemi et coordonner des attaques de cavalerie dans le désert commençait à être murmurée dans les tentes des Bédouins, comme quelque chose dépassant les compétences humaines ordinaires. Les légendes qui entourèrent sa jeunesse la dépeignaient comme une figure quasi mythique, une incarnation des anciennes déesses guerrières protégeant les cités orientales contre les envahisseurs. On disait qu'elle pouvait chevaucher des jours entiers sous le soleil brûlant du désert sans montrer de fatigue, que ses flèches ne rataient jamais leur cible même au galop sur un terrain accidenté, et qu'elle possédait une présence magnétique faisant instinctivement s'incliner des hommes expérimentés devant son autorité naturelle. Cette combinaison extraordinaire d'éducation raffinée, de courage militaire et de charisme politique forgeait une dirigeante dépassant les limitations traditionnellement imposées à son genre dans le monde antique. Contrairement aux reines gouvernant par l'influence sur leur mari ou leur fils, Zénobie se préparait à exercer un pouvoir direct, à commander des armées personnellement et à affronter les empereurs comme une égale, que ce soit en négociations diplomatiques ou sur les champs de bataille. Le destin avait choisi Palmyre comme berceau de cette figure extraordinaire, non par hasard, mais parce que seule une cité servant de pont entre l'Orient et l'Occident pouvait produire une gouvernante capable de comprendre et de manipuler les complexités géopolitiques d'un monde en mutation. La jeune fille ayant grandi en observant des caravanes perses chargées de soie, négociées avec des marchands romains portant de l'or, était façonnée par les forces historiques pour devenir bien plus qu'une reine régionale. Elle était destinée à devenir l'une des figures les plus fascinantes et puissantes de l'Antiquité tardive. Une femme dont le nom serait rappelé, alors que ceux des empereurs romains contemporains seraient oubliés par l'histoire. Le mariage de Zénobie avec Septime Odaenathus ne fut pas une union romantique née d'un amour juvénile, mais une alliance politique calculée unissant deux des lignées les plus puissantes de Palmyre en une confédération dynastique capable de défier à la fois les Perses et les Romains. Odaenathus s'était déjà imposé comme un chef militaire respecté, un homme dont la réputation de bravoure sur le champ de bataille n'était égalée que par son habileté diplomatique à négocier avec des empereurs romains toujours méfiants envers les loyautés orientales. En choisissant Zénobie comme épouse, il reconnaissait en elle non seulement une beauté légendaire, mais une intelligence politique complétant parfaitement ses propres ambitions impériales. Sous la direction conjointe du couple royal, Palmyre se transforma rapidement en la puissance régionale la plus redoutable entre la Méditerranée et la Mésopotamie. La cité n'était plus seulement un prospère entrepôt commercial, mais la capitale d'un État contrôlant les routes les plus lucratives du commerce international antique. Les caravanes transportant la soie de Chine, les épices d'Inde, l'encens d'Arabie et les perles du golfe Persique payaient des impôts substantiels aux caisses palmyréniennes, générant des richesses permettant d'entretenir une armée professionnelle capable d'affronter à la fois les légions romaines disciplinées et la cavalerie lourde perse. Le rôle stratégique de Palmyre comme gardienne orientale de l'Empire romain s'alignait parfaitement avec les intérêts géopolitiques de Rome durant les guerres constantes contre les Sassanides perses. Odaenathus avait prouvé sa loyauté impériale à maintes reprises, menant des campagnes dévastatrices contre les villes perses osant défier l'autorité romaine en Orient. Ses victoires contre Shapur Ier, le puissant roi des rois perses, avait été si impressionnante que l'empereur romain Gallienus lui avait décerné des titres extraordinaires, l'élevant presque au rang de corrégent pour les affaires orientales. Zénobie, initialement maintenue en retrait de la politique formelle selon les conventions sociales de l'époque, exerçait une influence croissante sur les décisions stratégiques de Palmyre par sa participation active aux conseils de guerre et aux négociations diplomatiques avec les ambassadeurs étrangers.
Sa capacité à s'exprimer couramment avec les Perses dans leur propre langue, à citer Homère aux diplomates grecs et à discuter de droit romain avec les procureurs impériaux, faisait d'elle une figure indispensable dans les manœuvres politiques complexes, maintenant Palmyre dans une position d'indépendance relative au sein de la structure impériale romaine. La mort soudaine et mystérieuse d'Odaenathus en 267 après Jésus-Christ transforma complètement la dynamique politique de Palmyre et créa une opportunité historique que Zénobie saisit avec une détermination surprenant même ses alliés les plus proches. Les circonstances exactes du décès du roi restèrent enveloppées de mystères, les théories allant de l'assassinat commandité par Rome à une conspiration interne de nobles palmyréniens mécontents des politiques pro-romaines. Quelle qu'en fût la cause réelle, le résultat fut identique. Le trône de Palmyre devint vacant, avec seulement Vabalathus, le fils mineur du couple royal, comme héritier légitime. Conformément aux lois successorales traditionnelles, Zénobie assuma la régence au nom de son fils, position théoriquement limitée à un rôle de gardienne temporaire du pouvoir jusqu'à la majorité de Vabalathus. Toutefois, la reine veuve démontra rapidement que ses ambitions dépassaient largement toute interprétation restrictive de ses prérogatives en tant que régente. Dans les semaines suivant la mort d'Odaenathus, elle consolida systématiquement son contrôle sur l'appareil militaire et administratif de Palmyre, remplaçant les commandants dont la loyauté était douteuse par des officiers ayant juré fidélité personnelle à sa personne. Plus significatif encore fut son habile gestion des factions politiques internes de Palmyre, comprenant à la fois des éléments pro-romains et des nationalistes arabes rêvant d'une indépendance totale du joug impérial. Zénobie réussit à maintenir un équilibre délicat entre ces forces opposées en se présentant comme la continuité des politiques d'Odaenathus, tout en semant subtilement des graines d'ambition plus grandes, répondant aux rêves de gloire indépendante qui fermentaient dans le cœur des Palmyréniens. La période initiale de sa régence fut marquée par une diplomatie prudente et calculée, la reine maintenant les apparences de loyauté envers Rome, tout en fortifiant secrètement les défenses de Palmyre et en élargissant sa base de pouvoir régional. Les ambassadeurs romains visitant sa cour rapportaient à Rome des descriptions d'une gouvernante exceptionnellement compétente dont l'administration efficace des provinces orientales apportait une stabilité dans une région traditionnellement problématique pour les intérêts impériaux. Cependant, des observateurs plus attentifs commencèrent à noter des signes subtils mais inquiétants d'indépendance croissante. Les pièces frappées à Palmyre commencèrent à présenter l'image de Zénobie avec une importance égale, voire supérieure, à celle des empereurs romains officiels. Les correspondances diplomatiques avec d'autres dirigeants orientaux furent désormais conduites au nom propre de la reine, sans les références habituelles à l'autorité impériale romaine. Plus alarmant encore, des rapports d'espions romains indiquaient que Zénobie négociait secrètement des alliances avec des tribus arabes indépendantes et établissait même des contacts préliminaires avec la cour perse. La transformation de Zénobie d'une régente fidèle en rivale impériale potentielle se produisait à une vitesse qui prit Rome totalement au dépourvu, mais résultait logiquement de capacités exceptionnelles combinées à des opportunités historiques uniques. La femme ayant grandi en étudiant les campagnes d'Alexandre et les stratégies de Cléopâtre, se trouvait enfin en position d'appliquer ces leçons à une échelle pouvant modifier durablement l'équilibre des pouvoirs dans le monde antique. Les premières années de la régence de Zénobie furent caractérisées par une série de décisions politiques, apparemment ordinaires, mais en réalité des pas calculés vers l'indépendance totale de Rome. Chaque mesure administrative, chaque nomination militaire, chaque traité commercial était soigneusement planifié pour renforcer la position de Palmyre tout en maintenant une façade de loyauté impériale, n'alertant pas prématurément les empereurs romains déjà surchargés par des crises sur plusieurs frontières. La consolidation des frontières palmyréniennes fut sa première priorité stratégique.
Une entreprise exigeant non seulement de la force militaire, mais aussi une diplomatie sophistiquée capable de transformer des tribus nomades traditionnellement hostiles en alliés fiables. Zénobie conduisit personnellement des expéditions diplomatiques au cœur du désert arabe, où elle négocia des traités d'alliance avec des chefs bédouins, contrôlant les routes de caravanes les plus reculées et lucratives. Ces alliances ne reposaient pas uniquement sur des paiements de tribut, mais sur des relations personnelles forgées par le respect mutuel entre guerriers, reconnaissant le courage et l'honneur au-delà des différences culturelles. Sa capacité à chevaucher et à combattre comme tout guerrier bédouin, combinée à son intelligence politique aiguisée, créa un réseau de loyauté personnelle s'étendant bien au-delà des frontières traditionnelles de Palmyre. Des tribus qui avaient été des ennemis mortels de gouvernements sédentaires pendant des générations commencèrent à voir en la reine palmyrénienne un chef digne d'être suivi, quelqu'un comprenant à la fois les besoins pratiques de la vie dans le désert et les aspirations politiques de peuples rêvant d'une unité arabe indépendante. Parallèlement, Zénobie initia des réformes militaires profondes, transformant les forces armées de Palmyre d'une milice régionale en machine de guerre capable d'affronter les légions romaines les plus expérimentées. L'épine dorsale de cette nouvelle structure militaire était une élite de cavaliers lourds formés aux tactiques de guerre dans le désert, combinant la mobilité traditionnelle arabe avec la discipline et l'équipement de qualité romaine. Ces guerriers d'élite, connus sous le nom de clibans, étaient armés de cottes de mailles complètes, de longues lances et d'arcs composés, les rendant également efficaces en charges dévastatrices ou en combat à distance prolongée. Plus important que l'équipement, cependant, était la loyauté fanatique que ces soldats développaient envers la reine, qui les menait personnellement au combat. Zénobie n'était pas une dirigeante commandant depuis des tentes sécurisées à l'arrière, mais une guerrière combattant en première ligne, partageant les dangers et les privations de ses hommes, créant ainsi des liens indéfectibles entre le commandant et ses troupes. Des vétérans ayant servi sous des dizaines de généraux différents juraient n'avoir jamais vu de chef militaire doté d'un instinct tactique plus aiguisé ou d'un courage personnel plus inspirant. Le refus croissant de Zénobie d'accepter le statut d'État vassal romain se manifesta d'abord par des gestes symboliques testant les limites de la tolérance impériale. Lorsque des émissaires romains arrivaient à la cour palmyrénienne, ils étaient reçus selon un protocole soulignant l'égalité souveraine de Zénobie avec les empereurs romains, plutôt que la soumission traditionnellement attendue des dirigeants régionaux. La reine recevait les ambassadeurs assises sur un trône d'or surélevé, portant un diadème royal et entourée d'une garde d'honneur armée, une scène communiquant visuellement sa transformation d'une régente subordonnée en souveraine indépendante. Ces changements protocolaires s'accompagnaient de politiques plus substantielles, démontrant une indépendance croissante. Les impôts autrefois envoyés à Rome commencèrent à être retenus à Palmyre, officiellement pour financer la défense contre les menaces perses, mais en pratique investis dans des fortifications pouvant tout aussi bien servir à résister à des attaques romaines. Les traités commerciaux avec les marchands orientaux furent désormais négociés directement par l'autorité de Zénobie, sans consultation préalable ni approbation ultérieure des autorités impériales romaines. Encore plus provocateur fut le début de la frappe de pièces monétaires présentant Zénobie comme Augusta, titre réservé exclusivement aux impératrices romaines, tandis que son fils Vabalatus y était représenté avec des insignes impériaux suggérant des revendications d'autorité souveraine indépendante. Ces pièces circulèrent largement à travers les réseaux commerciaux orientaux, servant de propagande politique, proclamant l'émergence d'un nouveau centre de pouvoir impérial en Orient. L'élite politique et militaire de Palmyre, initialement prudente face aux ambitions croissantes de leur reine, fut progressivement conquise par la combinaison de succès militaires, de prospérité économique et de promesses de gloire impériale dépassant les limitations du statut de vassalité romaine. Des nobles ayant fidèlement servi comme auxiliaires romains pendant des générations commencèrent à rêver d'un empire propre où ils occuperaient des postes de commandement suprême au lieu de servir comme subordonnés de procureurs et de légats envoyés de Rome.
Cette transformation psychologique de l'élite palmyrénienne, passant d'une mentalité coloniale à des ambitions impériales indépendantes, fut peut-être le plus grand triomphe politique de Zénobie durant cette période cruciale. Elle réussit à articuler une vision de grandeur orientale, répondant à la fois à la fierté ethnique arabe et aux aspirations hellénistiques d'une population multiculturelle, se considérant comme l'héritière légitime des traditions impériales d'Alexandre et des Ptolémées. L'éveil final de cette ambition impériale se manifesta lorsque Zénobie commença à utiliser publiquement le titre de « Reine des rois », une formule royale traditionnellement associée aux grands empereurs orientaux ayant défié Rome par le passé. Ce titre n'était pas une simple affectation grandiose, mais une déclaration politique positionnant Palmyre comme un rival légitime de Rome pour l'hégémonie sur le monde antique, préparant ainsi le terrain pour l'affrontement épique qui définirait le destin de Zénobie et de l'Empire romain en Orient. La transformation de Palmyre, d'une cité-État commerciale prospère en un empire régional redoutable, s'accéléra dramatiquement lorsque Zénobie lança ses premières campagnes militaires expansionnistes contre des tribus arabes contrôlant des territoires stratégiques le long des frontières orientales. Ces expéditions n'étaient pas de simples raids punitifs destinés à assurer la sécurité commerciale, mais des guerres de conquête systématiquement planifiées pour étendre la domination palmyrénienne sur de vastes étendues du désert arabe et établir Zénobie comme souveraine incontestée de toute la région entre l'Euphrate et la mer Rouge. Le génie militaire de Zénobie s'exprima pleinement lors de ses premières campagnes, où elle démontra une maîtrise totale des tactiques de guerre dans le désert, combinant rapidité, mobilité et connaissance intime du terrain pour anéantir des ennemis numériquement supérieurs. Ces forces étaient organisées en colonnes de cavalerie légère, capables de parcourir des distances extraordinaires à travers des terrains apparemment impraticables, surgissant des tempêtes de sable comme des apparitions vengeresses pour attaquer les tribus ennemies au moment de leur plus grande vulnérabilité. La conquête d'oasis stratégiques servant de point d'approvisionnement aux caravanes commerciales permit à Zénobie de contrôler effectivement tout le commerce entre l'Inde, la Chine et le monde méditerranéen, générant des revenus finançant des expansions militaires encore plus ambitieuses. Chaque victoire attirait de nouveaux guerriers tribaux, désireux de rejoindre une dirigeante dont la réputation d'invincibilité commençait à prendre des dimensions presque mythiques à travers tout l'Orient. La campagne fulgurante qui établit Zénobie comme une puissance militaire de premier plan fut son invasion de la Syrie. Une opération démontrant non seulement un courage extraordinaire, mais un plan stratégique rivalisant avec les meilleures traditions militaires romaines. En une série de batailles éclairs, prenant complètement au dépourvu les garnisons romaines locales, les forces palmyréniennes conquirent d'importantes cités syriennes comme Bosra, Damas et même Antioche, la plus grande métropole de l'Orient romain. Ces conquêtes n'étaient pas seulement militaires, mais politiques, Zénobie démontrant une habileté exceptionnelle pour gagner la loyauté des populations locales grâce à des politiques tolérantes, respectant les coutumes religieuses et les traditions culturelles diverses. Plutôt que d'imposer une domination coloniale brutale, elle se présentait comme une libératrice, offrant protection contre l'oppression fiscale romaine et autonomie culturelle refusée par des administrateurs impériaux insensibles aux besoins orientaux. La conquête de l'Égypte marqua l'apogée des ambitions impériales de Zénobie et simultanément l'acte le plus provocateur possible contre Rome. L'Égypte n'était pas une province ordinaire, mais la source cruciale de la fourniture en blé nourrissant la population de Rome, ainsi que le symbole suprême du prestige impérial depuis les temps d'Auguste. Lorsque les légions palmyréniennes marchèrent dans la vallée du Nil et occupèrent Alexandrie, Zénobie déclarait son intention d'être reconnue comme l'égale des empereurs romains, non comme une dirigeante régionale subordonnée. L'administration égyptienne sous domination palmyrénienne démontra la sophistication politique et administrative distinguant l'empire de Zénobie des rébellions régionales typiques. Plutôt que de simplement piller les richesses du Nil,
Elle établit une structure gouvernementale efficace, maintenant la prospérité économique, tout en redirigeant vers ses propres ambitions expansionnistes les ressources qui affluaient auparavant vers Rome. L'expansion vers certaines parties de l'Asie mineure compléta la création d'un empire oriental s'étendant des montagnes de l'Anatolie aux cataractes du Nil, un domaine territorial rivalisant non seulement en étendue avec l'Empire romain, mais contrôlant certaines de ses régions les plus riches et stratégiquement importantes. Cet empire palmyrénien n'était pas une confédération lâche de territoires conquis, mais un État centralisé, doté d'une administration efficace, d'une armée professionnelle loyale et d'une économie prospère fondée sur le contrôle des routes commerciales les plus lucratives du monde antique. La déclaration formelle d'indépendance vint par la frappe de pièces monétaires présentant Zénobie et Vabalatus comme Auguste et César, titres constituant une revendication directe au pouvoir impérial romain. Ces pièces circulèrent largement à travers l'empire palmyrénien, servant de propagande, proclamant l'existence d'une dynastie impériale, alternative légitime, capable de défier la suprématie romaine en Orient. Plus significatif encore fut l'établissement d'une cour impériale à Palmyre, rivalisant en magnificence avec Rome elle-même. Des ambassadeurs de royaumes lointains comme l'Inde, l'Éthiopie et même la Chine étaient reçus lors de cérémonies soulignant le statut impérial de Zénobie en tant que souveraine indépendante de l'un des grands empires du monde antique. Cette cour n'était pas seulement un théâtre politique, mais un véritable centre de pouvoir, coordonnant les politiques militaires, diplomatiques et économiques pour des territoires comptant des millions de sujets. L'empire de Palmyre, sous Zénobie, représentait bien plus qu'une expansion militaire réussie. C'était la réalisation d'une vision politique combinant les traditions impériales orientales avec des innovations administratives, créant une alternative viable au modèle romain de domination. Pendant un bref instant brillant de l'histoire antique, il semblait possible que l'Orient puisse se libérer durablement du contrôle occidental et établir son propre ordre impérial fondé sur la tolérance culturelle, la prospérité commerciale et un leadership féminin défiant toutes les conventions politiques traditionnelles du monde antique. La réaction de Rome à l'émergence de l'empire palmyrénien fut d'abord marquée par l'incrédulité et la sous-estimation, rapidement remplacée par une inquiétude réelle à mesure que l'ampleur des conquêtes de Zénobie devenait évidente. L'empereur Aurélien, parvenu au pouvoir au cœur de la crise impériale du IIIe siècle, par une combinaison d'exceptionnelles compétences militaires et d'inflexible détermination politique, comprit immédiatement que le défi palmyrénien représentait une menace existentielle pour le concept même d'empire romain unifié. Aurélien n'était pas un empereur typique de cette époque troublée, choisi par les légions par commodité temporaire ou généreux bonus. C'était un soldat de carrière, ayant servi sur toutes les frontières de l'Empire, un vétéran endurci par des décennies de campagne, comprenant intimement à la fois les forces et les faiblesses du système militaire romain. Son accession au trône pourpre avait été accompagnée d'une série de victoires militaires impressionnantes, ayant temporairement restauré la confiance des légions dans la capacité romaine à faire face aux multiples menaces compromettant l'intégrité impériale. Le contexte politique à Rome durant l'ascension de Zénobie était celui d'une crise multifacette, testant les limites de la capacité impériale à répondre simultanément à des menaces sur plusieurs fronts. Les tribus germaniques continuaient à presser les frontières du Rhin et du Danube, forçant Rome à maintenir des légions substantielles en Europe centrale, au moment où les ressources militaires étaient désespérément nécessaires ailleurs. Simultanément, l'instabilité politique interne, résultant de décennies de guerres civiles, avait affaibli l'autorité impériale et créé des factions rivales au sein même de l'establishment romain. Les tensions commerciales découlant des conquêtes de Zénobie se manifestèrent immédiatement par l'interruption des routes commerciales, ayant enrichi Rome pendant des siècles. Le contrôle palmyrénien sur l'Égypte signifiait que l'approvisionnement crucial en blé nourrissant la population urbaine romaine était menacé,
créant un potentiel de troubles sociaux pouvant complètement déstabiliser le gouvernement impérial. Parallèlement, la coupure des routes de la soie et des épices contrôlées par Palmyre privait les marchands romains de profits énormes et créait une pénurie de produits de luxe considérés comme essentiels pour maintenir le prestige de Rome en tant que capitale mondiale. Plus grave encore était la dimension symbolique du défi représenté par Zénobie. Une femme orientale osant revendiquer l'égalité avec les empereurs romains attaquait les fondements idéologiques mêmes de la suprématie occidentale et masculine, justifiant la domination romaine sur les peuples conquis. Si Zénobie réussissait à établir un empire oriental indépendant, d'autres régions pourraient être incitées à suivre son exemple, fragmentant complètement l'unité impériale que Rome avait construite au fil de siècles de conquête. La proclamation de Zénobie comme reine d'Orient fut interprétée à Rome non seulement comme une rébellion régionale, mais comme une déclaration de guerre contre les principes mêmes soutenant le système impérial romain. Ce titre évoquait des souvenirs troublants de Cléopâtre et Marc-Antoine, dont l'alliance orientale avait presque détruit Rome durant les guerres civiles précédant l'établissement du principat d'Auguste. La perspective d'affronter une nouvelle Cléopâtre, potentiellement encore plus capable et certainement mieux positionnée stratégiquement, créa une panique réelle au sein de l'élite politique romaine. Aurélien comprit qu'une réponse adéquate aux défis palmyréniens exigerait la mobilisation de ressources militaires à une échelle que Rome n'avait pas tentée depuis les grandes guerres de conquête des siècles précédents. Les légions dispersées à travers l'Empire devraient être regroupées et rééquipées pour une campagne orientale pouvant durer des années et coûter des trésors immenses, à un moment où les ressources impériales étaient déjà étirées à leurs limites. La préparation militaire romaine, face au défi de Zénobie, démontra à la fois l'efficacité traditionnelle du système militaire impérial et son adaptabilité aux défis uniques posés par la guerre dans le désert oriental. Des légions vétérans furent retirées des frontières européennes et complétées par des troupes auxiliaires spécialisées dans le combat en terrain aride. Des équipements spéciaux furent développés pour des opérations prolongées dans un climat désertique, tandis que des systèmes d'approvisionnement furent planifiés pour soutenir les forces romaines à travers des territoires où les ressources locales pourraient être hostiles ou inexistantes. Plus complexe que la préparation purement militaire fut la campagne diplomatique lancée par Aurélien pour isoler Zénobie de ses potentiels alliés orientaux. Des ambassadeurs romains furent envoyés en Perse avec des offres de traités de paix temporaires permettant à Rome de concentrer ses forces contre Palmyre sans craindre d'attaques perses simultanées. Des tribus arabes restées neutres furent courtisées par des promesses d'autonomie et de richesse si elles rejoignaient la cause romaine contre Zénobie. Cette phase préliminaire de manœuvres diplomatiques et de préparation militaire créa une tension croissante, transformant tout l'Orient en un baril de poudre attendant seulement une étincelle pour exploser en guerre totale. Rome, comme Palmyre, comprenait que le conflit imminent déterminerait non seulement le destin de leurs empires respectifs, mais la configuration fondamentale du pouvoir mondial pour les générations futures. L'ère de coexistence était définitivement terminée. Seul un des deux empires rivaux pourrait survivre au conflit qui s'approchait. L'avancée inexorable des légions romaines à travers l'Asie mineure en direction du cœur de l'empire palmyrénien fut l'une des campagnes militaires les plus impressionnantes de la fin de l'histoire romaine, démontrant que même durant la crise du IIIe siècle, Rome conservait la capacité de mobiliser et de projeter un pouvoir militaire à une échelle que peu d'empires dans l'histoire mondiale avaient égalée. Aurélien avait réuni une force expéditionnaire représentant le meilleur des traditions militaires romaines, légions vétérans de Gaule et de Germanie, auxiliaires spécialisés de Syrie et d'Égypte, cavalerie sarmate de la région danubienne et unités d'élite prétorienne rarement envoyées en dehors de l'Italie pour des campagnes provinciales. La marche à travers l'Anatolie fut planifiée avec une précision mathématique reflétant des siècles d'expérience romaine en logistique militaire.
Des colonnes d'approvisionnement coordonnées garantissaient que les troupes maintiennent leur pleine force, même à travers des territoires hostiles, tandis que des ingénieurs militaires construisaient des ponts provisoires et réparaient des routes pour accélérer l'avancée des lourdes machines de siège essentielles lors des affrontements avec les villes fortifiées palmyréniennes. Zénobie, loin d'attendre passivement l'attaque romaine, mobilisa son propre armée dans une démonstration de leadership militaire impressionnant même ses ennemis. Ses forces combinaient le meilleur des traditions martiales orientales. Cavalerie lourde catacracte, inspirée des modèles perses, archers montés d'origine arabe dont la précision était légendaire, et infanterie de ligne formée selon les principes hellénistiques ayant fait leur preuve depuis l'époque d'Alexandre le Grand. La première grande bataille de cette guerre épique eut lieu à Imaé, en 272 après Jésus-Christ, où les deux forces impériales s'affrontèrent sur une plaine devenue le théâtre de l'un des combats les plus féroces de l'Antiquité tardive. Le combat débuta à l'aube par une charge dévastatrice de cavalerie lourde, menée personnellement par Zénobie, brisant initialement les lignes auxiliaires romaines, provoquant un moment de panique, ayant presque entraîné la déroute complète des forces d'Aurélien. La tactique de cavalerie de Zénobie était révolutionnaire pour son époque, combinant la mobilité traditionnelle arabe avec un armement lourd, permettant un combat rapproché, prolongé contre l'infanterie de ligne. Ces catacractes portaient des armures complètes, protégeant cavaliers et montures, les transformant en sorte de chars de guerre médiévaux primitifs capables de briser les formations ennemies par des charges frontales dévastatrices suivies d'un combat rapproché prolongé. Cependant, la discipline légendaire des légions romaines prévalut lorsque des commandants vétérans réussirent à réorganiser leurs lignes et à riposter par des contre-attaques coordonnées, exploitant la tendance de la cavalerie orientale à se disperser après des charges initiales réussies. L'infanterie romaine, protégée par de grands boucliers et armée de glaives spécialement conçus pour le combat rapproché, s'avéra supérieure dans un combat prolongé contre des cavaliers désarçonnés ou isolés de leur formation. Le moment décisif de la bataille survint quand Aurélien mena personnellement une charge de cavalerie prétorienne contre le flanc exposé des forces palmyréniennes, une manœuvre démontrant à la fois un courage personnel exceptionnel et un instinct tactique aigu. Cette intervention personnelle de l'empereur romain au moment crucial inspira ses troupes à un effort final, brisant la résistance palmyrénienne et forçant Zénobie à ordonner une retraite pour éviter l'anéantissement complet de son armée. La retraite stratégique de Zénobie après Imaé démontra qu'elle avait appris des leçons précieuses sur la guerre conventionnelle contre les légions romaines, adaptant ses tactiques pour exploiter les avantages inhérents de la connaissance du terrain et de la mobilité supérieure dans un environnement désertique. Plutôt que d'essayer de défendre des positions fixes où la supériorité romaine en siège serait décisive, elle adopta une stratégie d'attaque de guérilla, forçant les Romains à poursuivre des forces insaisissables à travers un territoire de plus en plus hostile. Cette nouvelle phase de la guerre transforma le conflit de bataille conventionnel entre armées organisées en une campagne d'usure, testant les limites de la résistance des deux camps. Les forces palmyréniennes attaquaient les colonnes de ravitaillement romaines, harcelaient des détachements isolés et disparaissaient dans le désert avant que toute riposte efficace soit possible. Des tactiques causant des pertes croissantes parmi des troupes romaines non habituées à ce type de guerre irrégulière. La bataille d'Émèse marqua le dernier grand affrontement conventionnel de la guerre et scella définitivement le destin de l'empire palmyrénien. Zénobie, forcé par les circonstances à tout risquer dans une bataille décisive, rassembla toutes ses forces restantes sur une plaine près de cette importante cité syrienne, misant sur une victoire écrasante, pouvant inverser le cours de la guerre et forçant Rome à négocier une paix reconnaissant l'indépendance palmyrénienne. La bataille fut titanesque selon tous les critères antiques, impliquant plus de 100 000 guerriers des deux côtés dans un combat durant de l'aube au crépuscule.
Zénobie mena encore personnellement ses troupes, sa présence sur le champ de bataille, inspirant une loyauté fanatique, poussant les soldats palmyréniens à combattre avec le désespoir d'hommes, sachant qu'ils défendaient non seulement des territoires, mais l'existence même de leur nation. Initialement, les tactiques expérimentées de Zénobie semblèrent fonctionner, des attaques coordonnées de cavalerie causant de lourds dégâts aux formations romaines et créant des opportunités pour que l'infanterie palmyrénienne exploite des brèches dans les lignes ennemies. Pendant quelques heures cruciales, il sembla possible que l'invraisemblable se produise, qu'une armée orientale puisse vaincre les légions romaines en champ ouvert et établir un précédent pour une indépendance orientale durable. Toutefois, l'expérience militaire supérieure d'Aurélien et la discipline incomparable de ses troupes vétérans s'avérèrent à nouveau décisives lorsque la bataille s'éternisa au-delà de la résistance des forces moins disciplinées de Zénobie. À mesure que la journée avançait, la fatigue affecta plus sévèrement les Palmyréniens, dont les tactiques dépendaient d'une énergie et d'une mobilité impossibles à maintenir indéfiniment face à des adversaires formés au combat prolongé. L'effondrement final des lignes palmyréniennes survint lorsqu'une charge coordonnée de toutes les réserves romaines brisa simultanément plusieurs points de la formation ennemie, provoquant une panique générale, transformant une retraite ordonnée en déroute chaotique. Des milliers de soldats palmyréniens furent tués lors de la poursuite qui suivit, éliminant effectivement la capacité militaire de Zénobie à continuer de résister à l'avancée romaine. Les défaites successives d'Imaée et d'Émèse changèrent fondamentalement la nature de la guerre, transformant Zénobie d'une conquérante confiante en fugitive désespérée, luttant simplement pour survivre. Le rêve d'un empire oriental indépendant avait été écrasé sur le champ de bataille, et il ne restait plus désormais que le combat final pour Palmyre elle-même, dernier bastion de la résistance contre le rétablissement de l'hégémonie romaine en Orient. Le siège de Palmyre fut l'une des opérations militaires les plus complexes et impressionnantes de l'histoire romaine, démontrant que même durant la période de crise impériale, Rome conservait encore la capacité organisationnelle et les ressources matérielles nécessaires pour mener une guerre de siège prolongée dans un environnement désertique hostile. Aurélien avait appris des campagnes antérieures que sous-estimer les défenses des cités orientales bien fortifiées pouvait entraîner un désastre militaire. Aussi planifia-t-il méticuleusement une opération isolant complètement Palmyre de toute possibilité de secours extérieur. Les fortifications de Palmyre étaient redoutables, même selon les critères orientaux, combinant l'ingénierie militaire hellénistique traditionnelle avec des innovations défensives spécifiquement développées pour la guerre dans le désert. Des murailles doubles en calcaire local créaient une zone de mort entre les périmètres défensifs, tandis que des tours hautes permettaient aux archers palmyréniens de dominer toute force attaquante avec un feu de couverture dévastateur. Plus difficile que les fortifications physiques était le problème logistique de maintenir une armée romaine de siège approvisionnée à travers un territoire où les ressources locales avaient été systématiquement détruites ou évacuées par les forces en retraite de Zénobie. Les lignes de ravitaillement romaines s'étendaient sur des centaines de kilomètres de désert, vulnérables aux attaques de guérilleros palmyréniens continuant d'opérer dans les régions périphériques, même après les principales défaites militaires. Zénobie, prise au piège dans sa capitale assiégée, organisa une résistance désespérée prolongeant le siège pendant des mois et coûtant des milliers de vies des deux côtés. Son leadership personnel durant cette période finale fut peut-être son moment de plus grande gloire, inspirant les défenseurs à des actes d'héroïsme impressionnant même les soldats romains vétérans habitués au siège prolongé. Les tactiques défensives palmyréniennes incluaient des raids nocturnes audacieux contre les positions romaines, l'usage innovant de machines de guerre opérées depuis les murailles et une résistance maison par maison lorsque des sections de la ville commencèrent à tomber sous contrôle romain. Chaque rue, chaque bâtiment devint une forteresse miniature devant être conquise séparément dans une guerre urbaine testant les limites de la patience et des ressources romaines.
Alors que le siège s'éternisait et que les ressources en ville s'épuisaient, Zénobie comprit que toute résistance supplémentaire entraînerait seulement un massacre inutile de sa population civile sans changer l'issue finale inévitable. La décision d'essayer une évasion finale à travers le fleuve Euphrate représentait le dernier coup désespéré d'une dirigeante, préférant tout risquer dans une tentative audacieuse de fuite plutôt que d'accepter une reddition humiliante. La tentative d'évasion par l'Euphrate fut planifiée avec l'audace caractéristique de Zénobie, impliquant un voyage dangereux à travers un territoire contrôlé par des tribus de loyauté incertaines, en quête de refuge à la cour perse, où elle espérait trouver un soutien pour poursuivre la résistance depuis l'exil. La reine fugitive emmena avec elle seulement un petit groupe de fidèles, abandonnant trésors et insignes royaux dans un pari final pour sa liberté personnelle. La poursuite romaine fut implacable et efficace, démontrant que même en fuite à travers un territoire familier, Zénobie ne pouvait échapper aux réseaux d'espionnage et aux ressources militaires que Rome pouvait mobiliser quand nécessaire. La cavalerie légère romaine, guidée par des informateurs locaux et des auxiliaires connaissant la géographie régionale, réussit à intercepter le groupe fugitif avant qu'il n'atteigne la sécurité du territoire perse. La capture de Zénobie marqua la fin effective de la résistance palmyrénienne et le rétablissement de l'autorité romaine sur les territoires orientaux ayant été temporairement perdus. Toutefois, même dans la défaite, la reine prisonnière conserva une dignité royale, impressionnant ses ravisseurs et garantissant un traitement respectueux durant son transport de retour vers Rome. La reddition finale de Palmyre, après la capture de Zénobie, fut négociée à des conditions épargnant la population civile d'un massacre généralisé, démontrant à la fois la clémence romaine traditionnelle et la reconnaissance que trop de brutalité pourrait inspirer de futures rébellions orientales. La cité fut occupée pacifiquement, ses trésors confisqués pour Rome, mais les structures de base du gouvernement et du commerce furent maintenues sous surveillance romaine. La fin du siège marqua la conclusion de l'une des campagnes militaires les plus difficiles que Rome ait affrontées durant le IIIe siècle. Une victoire ayant restauré le prestige impérial et démontré que même durant une période de crise interne, l'Empire conservait encore la force militaire et la détermination politique nécessaires pour réprimer des défis sérieux à l'autorité romaine. Le destin final de Zénobie demeure l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire antique, les sources contemporaines offrant des versions contradictoires, reflétant à la fois les limites de la documentation historique et la nature politiquement chargée de tout récit concernant un dirigeant ayant si audacieusement défié Rome. Cette ambiguïté dans les sources a créé un espace pour la spéculation historique, transformant les dernières années de Zénobie en une légende presque aussi puissante que ses conquêtes militaires réelles. Une version promue par des historiens pro-romains désireux d'insister sur la justice impériale et la magnanimité d'Aurélien raconte que Zénobie fut emmenée à Rome comme prisonnière de guerre de haut rang, exposée lors du triomphe impérial, mais ensuite graciée et autorisée à vivre confortablement en tant que citoyenne romaine retraitée. Selon ce récit, l'ancienne reine de Palmyre aurait passé ses dernières années dans une villa élégante des faubourgs romains, entourée de luxes impériaux et respectée comme symbole vivant de la clémence romaine envers des ennemis courageux. Cette version heureuse du destin de Zénobie plaisait particulièrement aux auditoires romains, préférant croire que leur empire traitait les prisonniers nobles avec la dignité due à leur statut élevé, même lorsque ces prisonniers avaient causé de graves problèmes militaires et politiques. L'image de Zénobie vivant paisiblement à Rome servait aussi de propagande politique, suggérant que toute résistance au pouvoir romain était vaine, mais qu'une reddition pouvait conduire à un traitement généreux. Toutefois, des versions alternatives, peut-être plus réalistes, suggèrent un destin bien plus sombre pour la reine ayant humilié Rome en conquérant temporairement certaines de ses provinces les plus précieuses. Ces récits rapportent l'exécution publique de Zénobie à Rome, soit par strangulation rituelle, traditionnellement concluant les triomphes romains, soit par des méthodes plus élaborées,
destinées à illustrer les conséquences inévitables de défier l'autorité impériale. L'exécution aurait été justifiée selon les normes romaines comme châtiment approprié pour une rebelle ayant usurpé l'autorité impériale et causé la mort de milliers de soldats romains fidèles. Cette interprétation plus sévère reflétait la réalité politique qu'épargner un leader aussi charismatique et capable pouvait créer un précédent dangereux encourageant de futures rébellions orientales. Des sources orientales contemporaines, rédigées par des auteurs sympathisant à la cause palmyrénienne, offrirent leur propre version soulignant la dignité finale de Zénobie malgré la défaite. Ces récits la dépeignaient souvent conservant un maintien royal durant son transport vers Rome, refusant de montrer du désespoir ou du repentir même face à la perspective d'une mort certaine. Certaines de ces sources orientales suggéraient que Zénobie utilisait sa connaissance de plusieurs langues et son éducation raffinée pour impressionner l'élite intellectuelle romaine, gagnant des admirateurs influents qui intercédaient auprès d'Aurélien en faveur de la clémence. Cette version présentait les derniers mois de Zénobie comme une bataille intellectuelle et politique pour la survie, où elle utilisait son charme personnel et sa sophistication culturelle comme arme dans un ultime combat pour sa vie. Plus intrigante encore étaient les récits suggérant une évasion ou un sauvetage de Zénobie durant son transport vers Rome. Des histoires captivant l'imagination populaire et créant des légendes durables sur une reine ayant réussi à tromper ses ravisseurs romains et disparu dans les profondeurs de l'Orient. Ces récits incluaient souvent des éléments romantiques ou surnaturels, transformant l'histoire réelle en conte folklorique. Indépendamment de la vérité factuelle concernant le destin personnel de Zénobie, son héritage historique en tant que symbole de leadership féminin exceptionnel, de courage militaire et de résistance face à la domination impériale, devint bien plus significatif que les détails précis de sa mort. Des générations ultérieures de femmes orientales verraient en Zénobie un exemple prouvant que le leadership politique et militaire n'était pas un domaine exclusivement masculin. Son impact sur l'imaginaire populaire fut amplifié par la rareté des femmes ayant exercé un pouvoir souverain indépendant dans le monde antique. Alors que d'autres reines célèbres comme Cléopâtre avaient surtout agi par le biais d'alliances avec des dirigeants romains masculins, Zénobie avait bâti et dirigé son propre empire par son mérite militaire et son habileté politique personnelle. La réflexion finale sur l'héritage de Zénobie doit reconnaître qu'un bref instant de l'histoire, elle réussit à accomplir l'impossible, créer une alternative viable au dominion romain en Orient, offrant un espoir au peuple assujetti depuis des générations. Même si son empire ne dura que quelques années, il démontra que Rome n'était pas invincible et qu'une résistance organisée et compétemment dirigée pouvait sérieusement défier même la plus grande puissance mondiale de l'époque. Palmyre sous Zénobie brilla comme un joyau du désert, alliant prospérité commerciale, tolérance culturelle et innovation politique en une synthèse unique, préfigurant des développements ultérieurs dans l'histoire du monde. La cité était devenue non seulement la capitale d'un empire, mais le symbole de possibilités alternatives d'organisation politique dépassant les modèles traditionnels orientaux et occidentaux. Lorsque Rome réintégra finalement Palmyre dans le système impérial, quelque chose d'essentiel fut perdu à jamais. La vision d'un Proche-Orient indépendant, capable de déterminer son propre destin politique sans ingérence extérieure. La conquête d'Aurélien restaura l'ordre romain, mais élimina aussi une expérience unique d'autogouvernement oriental qui aurait pu évoluer vers des directions fascinantes si elle avait eu plus de temps pour mûrir. Le nom de Zénobie continua de résonner à travers les siècles comme une inspiration pour les dirigeants affrontant des probabilités impossibles contre des empires dominants, rappelant que le courage individuel combiné à une vision politique claire pouvait défier des structures de pouvoir semblant permanentes et incontestables. Son histoire demeure un témoignage puissant de la capacité humaine à rêver de liberté et à se battre pour elle, même quand la défaite semble inévitable. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez votre commentaire.
Ceci est la chaîne des empereurs. À la prochaine.